Et puis tous les céréales sont pas non plus utilisés pour la nourriture, que ce soit pour les animaux ou pour les humains. On utilise aussi pour les biocarburants, notamment le maïs, pour faire du bioéthanol. D'accord? Et ici, vous avez une caricature. Voilà, ça c'est pareil, c'est un document que vous pourriez avoir pour le BP. On voit cet homme, désolé, je suis occupé à sauver la planète. Et puis, on voit, il remplit sa voiture, qui est une voiture verte, hein, donc écologique, qui roule au bioéthanol. Et puis en face de lui, on voit deux personnages qui représentent l'Afrique et qui représentent l'Asie. D'accord? Et qui sont en train de mourir de faim. On voit, ils sont pas bien gros. Et le monsieur leur dit désolé, je suis occupé à sauver la planète. Alors attention, c'est pas une dénonciation, ce dessin. Il est pas, c'est pas oh là là le gros méchant. On voit bien il a pas une tête de méchant, on voit bien il est juste hébété, il est juste mal à l'aise, il sait pas quoi faire, ce monsieur. En fait, c'est pas une dénonciation, c'est juste, ça montre un paradoxe. D'accord? C'est-à-dire que d'un côté, on va utiliser du maïs pour faire des biocarburants, c'est bien, mais de l'autre côté, il y a des gens qui meurent de faim, qui pourraient manger ce maïs. D'accord? Ça, c'est pas une critique, c'est juste un constat. Hein, faites attention quand vous analysez un document. On n'est pas toujours dans la critique, on n'est pas toujours dans le pamphlet, on n'est pas toujours dans la virulence. Là, c'est un constat. Voilà. Et c'est un constat qui pose de réels problèmes. Il y a des pays qui produisent énormément de maïs, par exemple le Mexique. Quand le cours du bioéthanol grimpe ou baisse, eh bien, ça peut créer réellement des crises alimentaires dans le pays parce qu'ils vont utiliser beaucoup plus le maïs pour faire du bioéthanol ou beaucoup moins selon le cours du prix du maïs. Alors, si je, si je reviens sur ma fin dans le monde, on a vu que l'Afrique était un continent qui était très touché, mais il ne faut pas oublier que l'Asie est aussi un continent qui est très touché. Alors, forcément, en pourcentage, ça se voit moins, mais ça se voit en millions. Puisque je vous rappelle quand même que la Chine, l'Inde, ensemble, c'est plus de la moitié de la population de la planète. Donc forcément, ça fait grimper les chiffres. Euh, en fait, la faim dans le monde aujourd'hui, c'est un humain sur six. C'est énorme. C'est énorme. C'est donc l'Afrique, beaucoup l'Asie. On estime qu'il y a 15 millions de personnes qui souffrent de la faim aussi dans les pays développés, donc dans les pays industriels occidentaux. Donc c'est un réel problème et c'est un réel enjeu du 21e siècle aussi, hein, d'arriver à produire la nourriture pour tout le monde. Alors, ce qui est assez paradoxal, en fait, je vous pose la question, à votre avis, est-ce qu'aujourd'hui on produit assez de nourriture pour nourrir toute la planète? Ou est-ce que de toute façon on n'arrive pas à produire assez pour nourrir les 7 milliards d'habitants sur la planète? Pause, réflexion. Eh ben, la réponse, elle est assez horrible, c'est que oui. En fait, on produit assez pour nourrir 7 milliards de personnes, mais on gaspille énormément. Et ça, c'est un enjeu aussi du 21e siècle, c'est de lutter contre le gaspillage. Et vous voyez, on vous en parle dans d'autres cours, la lutte contre le gaspillage, vous êtes artisan, on vous sensibilise à ça. On produit assez. Et de produire des céréales, de produire de la viande, etc., c'est polluant, hein, pour la planète. Donc, ça serait bien qu'on produise les quantités qu'on mange et pas qu'on jette un tiers de ce qu'on produit à la poubelle. Alors, on produit assez, mais parfois, c'est mal réparti. Et du coup, en 2008, il y a eu ce qu'on a appelé les émeutes de la faim. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'endroits dans le monde où ça a été très compliqué. Les gens commençaient vraiment à avoir des famines. Donc, vous regarderez la vidéo, hein, ça vous explique les pays dans lesquels il y a eu très mal pixelisé. Il y a eu des famines et puis vous avez après voilà, des petites questions à faire sur cette vidéo. Donc vous mettez pause, vous prenez votre PowerPoint que vous avez téléchargé et vous regardez ça. Euh, vous allez voir donc dans quel pays ont eu lieu ces émeutes de la faim. On voit que ce sont bien sûr des pays en développement, le Cameroun, l'Égypte, la Somalie ou des PMA. Mais on a l'inverse. Et ouais, on a l'inverse aussi. On a aussi les gens qui mangent trop, qui mangent trop. Gros plan sur la planète, c'est le cas de le dire. Donc vous avez ici le problème de l'obésité dans le monde. Alors sans surprise, champion du monde de l'obésité, les États-Unis. 98,65 millions de personnes. Donc c'est assez énorme. Et on voit qu'ils sont vraiment champions du monde. C'est-à-dire qu'ils sont loin, loin, loin derrière tous les autres. C'est-à-dire que le deuxième, c'est la Chine. Ils sont à 36
36, allez, 37. Euh, donc on est à moins de 2 fois moins. Enfin, c'est vraiment les États-Unis sont là, ils battent tous les records. Euh, on voit les différents pays. Donc on peut répondre aux questions qui sont sous votre document sur votre cours. Donc entourer le pays qui est champion du monde de l'obésité, donc ce sont les États-Unis. Alors est-ce que vous savez pourquoi ils sont champions du monde de l'obésité? Simplement, c'est leur façon de manger. Ils mangent très gras, ils mangent beaucoup de choses en sauce, ils cuisinent assez peu, beaucoup de plats transformés, etc. Donc ils mangent beaucoup, ils boivent énormément de soda. C'est assez impressionnant. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo c'est Michael Moore, je crois, qui a fait une vidéo dans les cantines françaises. Et il arrive dans les cantines françaises et puis il dit mais qu'est-ce que c'est sur les tables? Qu'est-ce que vous buvez quand vous faites le déjeuner le midi à la cantine? Et les dames de la cantine lui répondent bah, c'est de l'eau. Il dit mais où sont les sodas? En France, on ne mange pas au soda. C'est pas dans notre culture. Et voilà, ça explique aussi beaucoup de choses. Mais vraiment, les Américains boivent énormément, énormément de soda, mais c'est toute la journée en fait. Moi, je suis allée aux États-Unis il y a 2 ans et c'est assez impressionnant. Ils boivent énormément de soda, ils mangent beaucoup. Ils mangent mal. Donc c'est ça qui est lié qui fait l'obésité. Quels sont les autres? Il y a une faute, il faut mettre un S. Quels sont les autres pays dans le top 5? Donc vous reprenez votre carte, hein. Vous voyez le Mexique, le Brésil, l'Égypte et la Chine. Euh, la particularité de ces pays, c'est qu'en fait, c'était des pays pauvres avant. C'était des pays. Je vous ai déjà raconté l'histoire de mon grand-père quand je mangeais pas ma soupe quand j'étais petite, qui me disait ah là là, les petits Chinois, ils en voudraient bien de ta soupe. Parce que pour lui, la Chine, c'était un pays pauvre, c'était un pays dans lequel on mourait de faim. Aujourd'hui, il dirait plus ça, hein. Aujourd'hui, il dirait les petits Somaliens, ils en voudraient bien de ta soupe, par exemple. Vous voyez, mais ça prouve bien qu'il y a eu une évolution fulgurante au XXe siècle de la Chine. C'était des pays qui étaient pauvres, en fait, l'Égypte, la Chine, le Mexique. Et du coup, en fait, quand vous êtes sous-alimenté, quand vous êtes petit, le métabolisme, le corps, il se détraque. Et comme il se détraque, après, si vous vous mettez à manger normalement, ou à manger un petit peu plus que normalement, eh bien, vous allez grossir très très vite, parce que votre métabolisme, il est pas habitué, il réagit pas du tout de la même façon. Donc, c'est en partie lié à ça. Le fait qu'il y ait de l'obésité dans ces pays. Donc c'est l'une des principales causes, c'est ça, c'est que c'était des pays qui ont été sous-alimentés, qui aujourd'hui se mettent à manger comme les États-Unis. Et aussi, bien sûr, l'influence des États-Unis aujourd'hui qui fait qu'on mange de plus en plus gras, etc. Mais bon, sur la Chine ou sur l'Égypte, on ne peut pas dire non plus qu'ils mangent comme les États-Unis, d'accord? Mais ils mangent des choses assez grasses et puis c'est lié vraiment aussi à ce système de métabolisme. Donc pour nourrir les hommes, il y a deux façons. Il y a deux types d'agriculture. Soit vous avez l'agriculture vivrière, c'est-à-dire l'agriculture euh, qui vous permet juste de vivre. D'accord, hein, c'est ce que vous avez dans les pays d'Afrique, hein, comme vous voyez ici, on cultive à la main, on fait son petit champ, ça permet de récolter juste ce qu'il faut pour vivre. C'est ce qu'on appelle l'agriculture vivrière. D'accord. Je vous ai mis Rendez-vous en terre inconnue parce on voit très bien ce que c'est dans Rendez-vous en terre inconnue, l'agriculture vivrière. C'est des gens qui cultivent pour leur famille et qui vous disent demain il y a une tempête, et ben on va avoir faim pendant 6 mois. D'accord. Donc voilà, vous pouvez regarder. Alors, je vous ai enlevé le diapo complet parce qu'il était très long, mais vous pouvez le retrouver sans problème sur YouTube. Les questions que vous avez dans votre cours, elles sont liées à l'émission avec Adriana Carombe, qui se passe en Afrique. On voit un personnage qui montre son grenier à grains et comment il peut en vivre. Ça, c'est l'agriculture vivrière. Face à ça, vous avez ce qu'on appelle l'agriculture productiviste. C'est ce qui vous nourrit, vous, hein, tous les jours. L'agriculture productiviste, c'est on produit, on produit, on produit, on fait des quantités énormes sur des champs qui font des milliers d'hectares et on fait de l'agriculture productiviste. Euh, Autre type d'agriculture, qui sont les OGM, hein, qui sont. Alors, c'est une agriculture qui est assez controversée, mais elle existe, donc il faut en parler. D'accord, je vous rappelle qu'en géographie, on est neutre, donc ça existe, on en parle. Euh, la France est quand même le 16e pays à cultiver le maïs OGM. Donc voilà, ici vous avez les États-Unis, qui sont les premiers à cultiver, donc ils cultivent le soja, le maïs, le coton, etc. Donc les OGM, l'idée, hein, c'est de modifier l'ADN de la plante pour qu'elle puisse résister à certaines choses et qu'on utilise beaucoup moins de pesticides, d'engrais, etc. Donc l'idée de départ, elle est intelligente, hein. C'est juste qu'aujourd'hui, il y a deux écoles. Il y a le principe européen, qui est le principe de précaution, c'est-à-dire tant qu'on n'est pas sûr qu'il n'y a pas de mauvaises choses qui peuvent arriver si on mange de l'OGM, on ne l'utilise pas.
Et il y a le principe américain qui est l'inverse, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas de preuve que c'est mauvais, on peut en consommer. Ok. C'est pour ça qu'ils en consomment plus. Et bien dans les systèmes américains et dans les systèmes européens, vous avez ce qu'on appelle l'agro-business, d'accord? C'est tout un système qui est lié à l'agriculture et à l'industrie. Et vous faites partie de l'agro-business, messieurs les artisans et mesdames les artisans. Vous êtes à la fin, vous êtes en aval, vous êtes ici, hein, vous avez les supermarchés, la restauration, les artisans. Hein, vous êtes là, vous faites partie de l'agro-business. En amont, vous avez tout ce qui permet de faire l'agriculture. Au milieu, vous avez l'agriculture et ensuite tout ce qui est transformation. Ça, vous l'avez déjà vu normalement en CAP, donc je ne repasse pas là-dessus. Si vous avez toute l'explication de ce que c'est qu'un agro-business. D'accord. Alors, l'autre problème qu'on va avoir pour nourrir la planète, c'est que les terres, je vous souvenez combien de pourcentage on utilise? 22% des terres de la planète, sauf que ça se réduit. Ça se réduit parce qu'il y a l'avancée des déserts. Et les déserts avancent, ils prennent de la place. Donc par exemple, si je prends cette photo, si je reprends cette photo dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, peut-être que le désert aura avancé, il sera arrivé sur ces terres qui ne seront donc plus des terres cultivables. Donc c'est un autre souci aussi, l'avancée du désert, ça menace les cultures. Euh, Face à ça, on a mis en place des réflexions pour essayer de faire du développement durable. Alors bien sûr, vous connaissez l'agriculture biologique, d'accord? Mais vous avez aussi l'agriculture raisonnée. L'agriculture raisonnée, c'est l'idée d'utiliser le moins possible d'engrais, mais d'en utiliser quand même un peu de façon raisonnée, parce qu'on en a besoin pour produire. D'accord? L'agriculture biologique, c'est intéressant, mais moi j'avais un professeur à l'université qui nous disait toujours ne rêvez pas, on ne nourrira pas 10 milliards d'êtres humains avec l'agriculture biologique. L'agriculture biologique, certes, euh, ça va dans le volet environnemental du développement durable, mais à un moment donné, il faut que ce soit aussi social et économique. Et il va falloir nourrir 10 milliards de personnes. Et quand vous faites de l'agriculture biologique, vous produisez légèrement moins. Alors après, depuis que je suis sortie de l'université, il y a eu des évolutions hein, sur l'agriculture biologique. Aujourd'hui, on arrive à produire plus dans des meilleures conditions, etc. Mais voilà, je pense toujours à cette phrase de mon professeur qui était un spécialiste en plus de l'agriculture en géographie, qui nous disait non, mais ne rêvez pas, on ne nourrira pas tout le monde avec l'agriculture biologique. Donc, il y a d'autres formes aujourd'hui qui existent, notamment l'agriculture raisonnée. On utilise des pesticides un peu. Donc, vous notez la définition de l'agriculture biologique, vous mettez pause et vous notez. Et puis, autre forme d'agriculture, oui, c'est de l'agriculture, c'est le commerce équitable. Le commerce équitable, vous connaissez, bon, le plus connu c'est pour le café, mais ça marche aussi pour le cacao, hein, c'est cette idée d'acheter du café en sachant que de l'autre côté de la chaîne, eh bien, on a tout fait pour qu'on paye correctement le producteur de café, je sais pas, en Colombie par exemple, euh, et pour contribuer voilà, le plus possible au développement durable. Et ça fait euh, que les personnes qui sont dans les pays occidentaux, qui consomment ces produits, euh, eh bien, sont assurés quand ils achètent ce café un petit peu plus cher que de l'autre côté, euh, il y a eu quelque chose d'équitable. Voilà pour cette première partie qui est un peu longue. C'est long, mais cette première partie, normalement, on l'a fait en 3 heures. Hein, en cours, on prend 3 heures pour faire cette partie-là et 3 heures pour faire la deuxième partie. Donc voilà, là j'ai essayé de vous résumer le plus simplement possible tout. Vous n'êtes pas obligé de la regarder d'un seul coup. Vous pouvez faire des pauses, vous pouvez faire un petit peu tous les jours. Enfin voilà. J'espère qu'on se reverra vite les loulous, que le confinement va pas trop durer. Je vais essayer de vous faire donc les cours comme ça qui vous manquent pour toutes les classes. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des messages si c'est pas clair, à m'envoyer vos petits paragraphes argumentés. Je vous dis à très bientôt et j'espère que tout va bien pour vous. Allez, ciao.